on a capté qu'on faisait un club d'entrepreneurs et donc là il a fallu lancer des cotisations et donc au démarrage on avait dû faire payer ça 1500 balles pour l'année. Mais oui, j'ai pas très bien vécu les 5-6 premiers mois parce que j'ai trouvé ça bouleversant. 99% des problèmes sont pas anticipables, tu vois, c'est quand tu t'es lancé dans ce que tu veux faire que tu découvres ce qui va vraiment se passer et qu'il s'est mis à étrangler un de nos étudiants. L'entrepreneur, c'est d'abord le premier des bullshitters. C'est son métier, tu vois. Tu dois te vendre alors que parfois la maison, elle craque dans tous les sens. La levée de fonds, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Eh, c'est bon, ça enregistre. Parce que en vrai, ça fait 10 minutes qu'on parle. On parlait parentalité, enfance et tout. En fait, je me dis, bah, en vrai, ça fait partie du game, hein. Je suis avec Mathieu Leland, on est en train de parler de nos vies de père. En vrai, je trouve que c'est intéressant. Donc, du coup, on continue la conversation. Du coup, c'était toi qui étais en train de dire qu'au début, t'en avais chié. Parce que moi, je te disais que moi, j'avais eu de la chatte au début. Franchement, Day One, elle a dormi, ma fille. Et, en fait, moi, je sais pas ce que c'est de pas dormir de la nuit à cause des enfants, quoi. Ouais, t'étais en train de me dégoûter de ton histoire. Un réveil par nuit pendant 2 semaines et puis après plus rien, c'est quand même top 1%, ça n'existe pas. Ça n'existe Et pas. donc, toi, du Moi, coup, c'était hardcore, toi. non, c'était pas hardcore, mais je trouve que parce que comme je te disais, je trouve qu'on peut toujours voir pire. Et ça dépend aussi surtout de ton activité professionnelle autour, tu vois, ton mode de vie autour. Donc voilà. Mais oui, j'ai pas très bien vécu les 5-6 premiers mois parce que j'ai trouvé ça bouleversant. Voilà, après, tu vois, quand on aura un deuxième, je pense que ça va encore entrechoquer les choses, mais bon, je trouve que ça remplit tellement de plein d'autres choses par ailleurs, tu vois, que c'est jamais un regret d'avoir fait ça. Ouais, je suis trop content. Ça, je me doute, mais tu vois, bah, c'est vrai que ça, c'est intéressant, c'est de savoir, par exemple, toi, parce que toi, du coup, t'étais déjà, bon, de toute façon, tu vas te faire ta présentation et tout après, ou quoi, mais quand ton premier né, alors, j'ai pas entendu, c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon qui s'appelle Oscar, il a 15 mois aujourd'hui. On l'embrasse, Oscar. On embrasse Oscar, je l'avais appelé comme ça, parce que tu sais, tu se rationalises les prénoms. Au début, tu prends les noms qui te semblent les moins dégueulasses de l'application qui t'envoie Ferdinand, Marc-Antoine, et voilà, pardon pour les deux prénoms que j'ai cités qui sont formidables. On Mais embrasse évidemment les Ferdinand et les Marc-Antoine. tout à fait. Mais je l'avais appelé comme ça en partie parce que comme il est né 2 semaines avant la cérémonie des Awards du Bootstrap, tu vois, où c'est en fait la cérémonie des Oscars, mais pour les entrepreneurs. Et donc en fait, on avait, tu vois, ma meuf insistait entre Oscar et je sais plus ce que c'était le deuxième, tu vois. Et du coup, à la fin, j'ai tranché. Je me suis dit bon, c'est vrai, c'est un signe du destin. Je reviens pour ça, donc voilà. Ah, ça, Oscar, on aime bien. Alors, après, du coup, il faut avoir un peu de charisme, hein. J'espère qu'il en aura le petit Oscar, parce que du coup, c'est quand même pas mal. Et toi, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Du coup, il y a 1 an et quelques, quand le petit Oscar est arrivé, qu'est-ce que ça a bouleversé dans ton organisation à toi? En fait, bah, il y a plusieurs choses. Je trouve qu'il y a un bouleversement intérieur déjà, qui est que tu te poses plein de questions. Alors moi, j'avais un rapport avec mon père qui était très difficile, notamment pendant mon enfance. Donc tu vois, j'avais beaucoup de peur liées à ça. J'avais peur de reproduire plein de violences en fait, plein de formes de comportements qui étaient douloureux pour moi quand j'étais petit, douloureux pour mon frère. Et donc il y a plein de questions, je crois je sais pas si tu as vécu ça, mais qui remontent sur comment est-ce que je vais faire pour être un bon père, comment est-ce que je vais l'accompagner dans la vie, est-ce que je vais être capable de tenir la fatigue, sans m'énerver, enfin il y a plein de choses comme ça qui font peur aussi quand tu Ah, mais c'est démarres. hyper intéressant. Ouais. Et du coup ça je les ai affrontés en faisant une thérapie, tu vois, au démarrage, parce que je pense que j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de me rassurer, j'avais besoin de faire ces choses-là. Et je trouve que c'est un peu idiot d'ailleurs que beaucoup de mecs trouve que c'est être malade que de voir un psy, tu vois. Je trouve que c'est vraiment l'inverse. Je te plus un de ouf, hein. Moi, j'ai vu également un psy à plusieurs moments de ma vie, et franchement, et par contre, je trouve que ça évolue, hein. Moi, tu vois, j'ai plein de potes qui voient des psys, qui le disent, genre, c'est un sujet, mais c'est un sujet que tu mets sur la table comme le corner rentrant de Neymar qu'il a mis la veille, quoi. Tu vois, c'est plus un sujet forcément de honte, tu vois. Tu sais, un peu cette fausse sensibilité cachée des mecs. Alors, je te dis ça, à côté de ça, il y en a d'autres là avec leur masculinité extrême, etc. Ça augmente aussi, mais j'ai l'impression que ça monte aussi de l'autre côté de bon bah écoute, on a le droit d'être un mec, d'être sensible, de chialer devant un film et d'aller voir un psy, quoi. Ouais, t'as raison, c'est en train de changer pour le mieux pour le coup, parce que la santé mentale, c'est un des piliers de la santé mentale, hein, j'en suis persuadé, tu vois, donc très important. Donc voilà. Mais donc moi je trouve que le plus brutal, c'était en effet le changement intérieur, et du coup le fait de devenir père qui pose tout un tas de questions. Ensuite, sur l'orga perso, tu vois, qui est ton sujet à toi.
Bah en fait c'est simplement qu'à un moment donné tu te mets un hard stop quoi, ce que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire que je pouvais me mettre à bosser jusqu'à 21h, 22h parce que j'ai des rythmes différents, tu vois, j'ai toujours été très libre dans mon orga depuis en tout cas que je monte le club Bootstrap comme beaucoup d'entrepreneurs, mais en tout cas maintenant c'était depuis qu'Oscar est arrivé, c'est 2 soirs par semaine, c'est 18h stop. Mais c'est un vrai stop, tu vois. Et puis bah, je bosse plus avant 9h par exemple. Le matin parce que je profite de mon fils, c'est un moment où il est de bonne humeur, il est joyeux, c'est un bon moment avec ma femme et mon fils, tu vois. Donc c'est surtout ça que ça a changé. Et surtout du coup, ce que ça implique aussi, c'est que dans la journée, t'as pas de trou. C'est-à-dire que moi je bombarde. J'ai l'impression d'être beaucoup plus efficace parce que je sais que j'ai des hard stops de cet ordre-là. Et bon, je dis pas qu'il y a pas d'exception non plus, mais tu vois, en tout cas, ça te bouge ton focus, quoi. Non, carrément, bon, pas, il y a, voilà, il y a toujours des exceptions, hein. Enfin, tout ce qu'on dit à chaque fois, c'est, on va dire, c'est un peu la ligne directrice qu'on essaye de suivre. Et bien sûr, en fait, il faut juste être déjà en fait sympa avec soi-même, de dire que dans tous les cas, parfois, on peut sortir un petit peu de la ligne. Mais dans tout ce que tu viens de dire, moi, il y a deux choses qui m'ont principalement intéressé. C'est déjà la première partie, parce que ça que tu me disais, c'est peut-être aussi ton cas. Bah, tu vois, bon, moi, pareil, hein, sans faire pleurer dans les chaumières, moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 6 ans. Donc, bah, évidemment, ça a été quand même une blessure assez profonde de l'enfance, on va dire. Et moi, du coup, au contraire, quand ma fille est née, je bouclais de boucle. Tu vois, je disais, c'est bon, moi, cette boucle, je la stoppe. Et maintenant, j'ai ma propre famille. Et mon but, c'était du coup d'avoir la famille la plus normale et soudée. C'est bizarre hein, d'utiliser ce mot normal, mais parce que moi, en fait, c'est vraiment un truc qui m'a causé beaucoup de soucis toute mon enfance et tout. En fait, c'est que j'ai l'impression d'être pas normal, en fait, tu vois, de pas être comme ces familles-là. Alors même si maintenant, tu me diras avec toutes les familles monoparentales, divorcées, ou même les gens qui sont ensemble et qui font que de s'engueuler ou quoi. Moi, à contrario, j'ai eu la chance d'avoir une famille très aimante et très soudée, même s'il y avait du coup ce manque de piliers. Mais moi, du coup, voilà, c'est en fait ce changement profond. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours que ma fille, ça a changé ma vie, mais du coup en mieux. Et jamais, moi, j'ai vu pratiquement aucune complication. Et comme toi, j'ai eu la chance en fait de vraiment commencer à entreprendre à 100% l'année où elle est née. Tu vois, donc pareil, j'avais vraiment le temps. Et comme tu dis, c'est vrai que moi le matin, à l'époque, ma fille a 8 ans, elle en aura 9 dans un mois, même pas, dans 3 semaines. Bah pareil, le Ouais, ça va matin, être c'était tranquille, tu vois. C'était, on passait vraiment du temps ensemble. C'est ça que moi, j'ai eu de la chance de la première année de ma fille, enfin, mais on va dire les 7 premiers mois avant qu'elle ne rentre chez la nounou, pardon. Bah en fait, on était full tous les trois, parce que ma femme était en arrêt et après, du coup, elle a monté également sa boîte. Moi, je venais de monter la mienne. Juliette était avec nous. On venait de s'acheter une maison. Et en fait, j'ai trop kiffé, tu vois, ce moment. Et puis j'ai l'impression de vraiment profiter, tu vois. C'était, tu sais, bah, c'était la première fois de ma vie j'avais un réveil naturel qui était Juliette qui nous réveillait vers 6 heures, tu vois. Mais du coup, en fait, on passait du temps ensemble. Je bossais un peu, on passait du temps ensemble, je bossais un peu. c'est clair. Et après, la journée, c'est ça, en fait. On faisait du 50-50 parce que tu sais, c'est le moment au début, où ils font pas mal de siestes. Donc, en vrai, moi, j'ai trop kiffé, quoi. Ouais, De la bah, chance. content de t'entendre redire ça et je pense que ce que tu dis, ça montre que il faut pas être en résistance en fait. Parfois, et c'est ce que je constate, tu vois, dans le club d'entrepreneurs, dans des entrepreneurs, c'est que l'identité est tellement liée à ton projet professionnel, à ta boîte, que euh, tous les sujets perso parfois même passent à côté. Tu vois, là j'ai eu la chance d'interviewer Eric Larchevêque il y a pas très longtemps qui me disait, je lui demandais une question sur l'équilibre pro-perso, il m'a dit mais ça n'existe pas. En fait, moi c'est 95% le pro. Et les 5% restants, c'est effectivement sa femme et ses enfants, mais il te dit aussi qu'il a été, comme il veut être capable d'influencer une génération, il fait faire partie de ces entrepreneurs qui transforment, qui ont un impact sur une génération entière, et donc dans les plus ambitieux, il y a des sacrifices et ils sont inévitables en fait. Et donc voilà. Donc il y a plein de gens qui ont de l'ambition, mais moi je trouve quand même que bon, si tu fais des enfants, il y a une forme de responsabilité qui me semble évidente, et donc je trouve qu'il faut essayer d'éviter d'être en résistance. C'est-à-dire qu'évidemment que ton mode de vie va changer, ta perception de la vie va changer, ton couple va changer, ton rapport au travail va changer, voilà. Et il faut se laisser entraîner par ça petit à petit positivement, tout en gardant voilà tes prérogatives, tes essentiels, je pense. Mais voilà, faut pas se mettre en blocage par rapport à ça. Et parfois je vois des trucs du type, je blâme pas non plus, mais t'enchaînes les nounous de nuit parce que tu veux absolument continuer de faire tes after work pour te monter et récupérer des clients. Du coup, tu vois pas ton enfant ou du coup, t'as des entrepreneurs qui sont mais épuisés, qui arrivent, ils ont tu vois les cernes jusqu'aux pieds.
ça me pose question, quoi. Je me dis, mais voilà, est-ce que ton identité est aussi fortement liée à ta vie professionnelle que t'es pas capable de faire ce mouvement-là, que tu regretteras peut-être après, en fait? Et ça, j'aime bien le mot que tu as utilisé, qui est le mot identité. Tu vois, enfin, franchement, j'ai un exemple pour illustrer ça, qui est neuf d'il y a 3 heures là. Tu vois, donc aujourd'hui, là où on tourne, on est le mercredi 26 février. C'est les vacances scolaires. Ma femme est pour le boulot à Paris, parce que nous on habite à Bordeaux. Donc je suis tout seul avec ma fille. Alors j'ai de la chance, elle a 8 ans, bientôt 9 ans. Donc elle est quand même pas mal autonome, tu vois, elle peut faire plein de choses seule. Et tu vois, tout à l'heure, à un moment donné, elle me dit, ah, papa, tu voudrais pas qu'on aille, je sais pas, qu'on aille se faire un resto ce midi ou un truc, on y va en vélo, on fait ci, on fait ça. Et tu vois, moi, quand même, mon premier réflexe, ça a été de dire, ah, franchement, en fait, c'est pas que j'ai pas envie, parce qu'en fait, évidemment, que, en fait, faire un resto avec ma fille, c'est un kiff, tu vois. Mais en fait, la première chose, le premier réflexe interne que j'ai eu, tu vois, j'ai un peu honte de le dire, mais comme c'est la réalité, faut le dire, c'est de me dire, ah ouais, mais là, il faut que je taffe. Alors, tu vois, il y a une chose qui est fausse dans ma phrase, c'est il faut que. Est-ce que en fait ces 2 heures de taf là que je perds maintenant, bah et tu vois pareil, j'ai encore utilisé un mauvais mot que je Ouais. perds. Bah non, je les perds pas parce que je pourrais les récupérer plus tard. Si j'avais prévu d'arrêter à 6 heures, bon bah pas grave, il faudra que peut-être je finisse plus tard. Ou alors de dire bon bah c'est tout. En fait le kiff là que je vais gagner là, bon bah tout à l'heure quand à 22 heures elle va s'endormir, bon bah c'est tout. Je peux me refaire une session. Encore une fois, je suis entrepreneur, je fais ce que je veux, etc. Tu vois. Et mais tu vois, alors, pareil, donc tu as utilisé aussi le mot résistance. Et ça, en fait, moi, franchement, j'ai mis du temps quand même à accepter. Tu vois, par exemple, maintenant, le seul moment où vraiment j'arrive à vraiment bien cut, c'est le week-end. Mais franchement, il y a encore genre un an. Donc, tu vois, c'est con. Hein, ça veut dire que j'étais là, mais mon esprit était ailleurs. Mais il y a beaucoup de week-ends que j'ai passé où, en Bien vrai, je sûr. n'avais envie que d'une chose, c'était d'aller avancer, c'était d'aller travailler, quoi, tu vois. Et ça, c'est ça qui est dur hein, pour beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, je te rejoins Et de l'admettre, complètement. et de le Je te, reconnaître, et sur- Le de le reconnaître, remarquer. en avoir conscience, c'est déjà un premier pas. Moi, la façon dont je le gère, et je trouve ceux qui le gèrent bien, c'est le rapport à la présence. En fait, la question, c'est d'être présent aux choses. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant, tu vois, moi-même, je suis pas du tout capable de passer, enfin, tu vois, je serais jamais capable de me mettre à mi-temps pour m'occuper de mon fils ou de mes enfants. En tout cas, à ce stade, non. Et j'ai pas honte de le dire parce que c'est la vie professionnelle, ce que j'ai envie d'accomplir, ce que j'ai envie d'apporter au monde est important pour moi et j'ai pas envie de sacrifier ça, tu vois. Mais en revanche, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est quand je suis là, je suis là. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, les 2 heures dont tu parles, et ben, quand t'es là, t'es pas sur ton téléphone ou t'es pas en train de, t'essaies d'être vraiment là, présent. Donc le soir, j'essaye d'être vraiment présent. Le matin, j'essaye d'être vraiment présent. Je fais pas autre chose. Et d'ailleurs, c'est pareil dans des vies d'entrepreneurs où tu passes à droite, à gauche d'un sujet à un autre. Où globalement, les entrepreneurs ont ce biais un peu, je trouve souvent d'être toujours tourné vers le futur. Parce que tu essaies d'anticiper les galères, tu essaies de te projeter ton BP, tes clients, ta vision, tes problèmes futurs. Tu vois, t'es toujours un essaye d'avoir un coup, 2 coups d'avance. Ah, déjà, souvent ça marche pas. Je lisais une newsletter de Thibault Louis qui disait ah, les 99% des problèmes sont pas anticipables. Tu vois, c'est quand tu t'es lancé dans ce que tu veux faire que tu découvres ce qui va vraiment se passer. Mais en plus, si tu veux, c'est une incapacité à être dans le présent qui te rend malheureux et qui, à mon avis, te rend pas nécessairement aussi plus performant parce que De ouf. voilà, c'est quand t'es là, tu vois, quand t'enregistres un podcast, bon voilà, on est là, on a une vraie discussion. En réalité, il va en sortir probablement plus de choses que si t'es en train de réfléchir à déjà le coup d'après, le truc, le machin, etc. Hello, je m'appelle Hugo Benz, entrepreneur depuis plus de 10 ans, créateur de contenu et surtout passionné d'organisation et de productivité. Aujourd'hui, je veux partager avec toi la formation la plus complète du marché francophone sur l'organisation et la productivité. Je l'ai appelée la Bible de l'orga. Il y a 6 ans, je vivais un vrai chaos. Tout semblait m'échapper. Jusqu'au jour où j'ai compris que la clé n'était pas de gagner du temps, mais d'arrêter d'en perdre. Depuis, j'ai structuré ma vie autour de cette idée et j'ai littéralement changé ma façon de travailler et de vivre. Ça fait maintenant 3 ans que je partage quotidiennement mes itérations, mes progrès, mes échecs sur les domaines de l'organisation et de la productivité, que je les partage avec vous sur LinkedIn, via mes newsletters, en podcast. Et aujourd'hui, je vais encore plus loin avec 37 modules vidéo inédits dans lesquels je dévoile une méthode que je n'ai jamais partagée ailleurs. Une méthode qui fonctionne pour moi, pour mes employés et pour les dizaines de CEO que j'ai eu l'opportunité de coacher. Cette formation, c'est bien plus que des hacks, c'est un véritable système. Parce que tu le sais, les amateurs ont un objectif, mais les experts ont une méthode. Et je vais t'apprendre à créer la tienne. En suivant cette formation, tu vas rapidement reprendre le contrôle de ton temps,
pas seulement pour moins travailler, mais surtout pour être libre. Libre de choisir ce qui compte vraiment pour toi. Libre de consacrer du temps à tes vrais objectifs. Et tu pourras voir les premiers changements hyper vite dans ta vie dès les premiers jours de cette formation. Avec mes 37 modules, tu auras accès à vie à des techniques et des outils que j'utilise au quotidien pour maximiser ma productivité. Et ce n'est pas tout, je réserve à chaque membre un accès à une communauté et à plus de 500 000 € de remise sur tous les meilleurs outils de productivité et pas que. Alors si tu es prêt à reprendre le contrôle de ton temps et à transformer ta façon de travailler, cette formation est évidemment faite pour toi. Les premiers résultats arrivent dès les premiers jours. N'attends plus, rejoins-moi dès maintenant et démarre ta nouvelle transformation. C'est ici que tout se passe, sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Donc j'espère à très très vite. Mais c'est ça en fait, en fait, t'as tout résumé quand tu dis ça. Et tu vois, moi je sais que c'est souvent arrivé d'être avec ma famille, mais ma tête, elle est ailleurs. Et du coup, même plus que la tête, c'est que du coup, là, tu penses en fait à tout ce que tu pourras avancer. Donc, t'essaies de traiter des mails là comme un crevard avec ton iPhone. Donc en fait, du coup, t'es là mais t'es pas là, donc du coup moment de qualité bof avec ta famille. Et puis en vrai c'est pas en étant le cerveau à moitié là avec tes mails ou quoi que tu vas vraiment avancer. Et en fait là l'heure du coup naze que tu viens de passer versus en plus que tu as avancé niveau taf, ce que tu aurais fait peut-être en un quart d'heure de focus, tu vois. Bon bah c'est bête d'avoir pour être vulgaire d'avoir niqué une heure de qualité familiale quoi. Donc en fait ça tu vois et moi ça c'est vraiment un truc où j'ai fait un gros travail et en fait j'ai mis du temps. En fait je pense que je le savais, je pense que je me mettais des œillards, que c'était un sujet que je mettais un petit peu en dessous le tapis. Et là c'est vraiment 2024 qui a été une année plutôt difficile pour moi, professionnellement parlant. Et bah du coup, à contrario, ça a été ma meilleure année au niveau du perso. Je n'ai jamais été aussi proche du coup de ma femme, de ma fille, j'ai jamais passé autant de moments de qualité, etc. Et en vrai, je me suis jamais senti aussi plein. Donc tu vois, ça m'a fait vachement réfléchir en fait, de dire ok. Faut quand même que maintenant que j'arrive quand même à bien séparer les deux, à pas les mélanger et qu'en fait être performant dans les deux, même si bon parler de performance avec la famille c'est pas le bon mot, mais vous m'avez compris quoi. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Ouais. Après, et puis après, je pense que pour tout ça, tu as raison. Il y a une question de prise de conscience déjà, d'accepter aussi que parfois les pensées elles s'en vont et que voilà, tu vois, Éric Larchevêque qui me disait, mais voilà. Moi, je suis obsessionnel, en fait. Je suis obsessionnel de mes sujets et donc je suis incapable de pas penser à autre chose. Je peux pas faire de week-end de potes parce qu'en fait, je vais pas kiffer versus passer du temps sur Ledger ou passer du temps sur, je sais pas, un accompagnement d'un invest ou les sujets qui me passionnent, en fait. Donc c'est pour moi, c'est ok d'être, c'est ok, c'est ta personnalité en fait d'être obsessionnel. Ouais. Mais travailler le rapport au présent, il y a quand même des tips. Et tu vois, par exemple, moi dès que je le fais, ça va beaucoup mieux et quand je le fais pas, je me rends compte que ça va moins bien. Par exemple, le matin, écrire, tu vois, ce qu'on appelle sortir les poubelles mentales. Je l'ai fait grâce à Mounia de RK, là, qui est la fondatrice de 108 milliards, qui m'a coaché il y a pas très longtemps et qui, tu vois, m'a aidé à justement elle s'appelle ça du téléchargement de pensée. Tu poses tes pensées pendant 5 minutes, tout ce qui te vient par la tête et après tu en analyses une ou deux et tu essaies de faire le cheminement entre ta pensée, l'émotion qui est liée, le comportement que ça te fait avoir. Et du coup, comment est-ce que tu peux le transformer pour que tu vois ça se passe bien. Et attends, et ça peut être du perso ou du pro du coup en fait, donc tu notes des sentences comme ça qui te viennent. Ah bah oui, bah tu peux mettre, moi il y a des matins, je peux mettre, je me suis engueulé avec ma meuf et je suis saoulé par tel client et en même temps j'étais hyper content de voir mon pote hier. Enfin tu vois, ça peut être plein de trucs. Je suis préoccupé par ce qui va le prochain séminaire parce que j'en sais rien, tu vois. Ah intéressant. Et du coup tu fais quoi comme travail après une fois que t'as posé tout ça sur papier? En fait, du coup tu notes la pensée que ça t'a fait avoir, enfin que la pensée que tu as. Mais en vrai, je peux t'en faire un en live. Hein, je vais voir si j'en ai pas un qui est pas trop gênant. Mais ah, vas-y, trop chaud. Tu couperas le petit moment où je suis en train de chercher. Non, on comprend rien du tout. Alors, attends, tac. Mon auto-coaching, tu vois. Mes téléchargements de pensée. Qu'est-ce que tu peux avoir Alors. Je suis en train de chercher un. Merde. Ouais, voilà. Bah tu vois, le dernier, un de ceux que je peux te parler, c'était juste avant que j'organise les Awards 3 là, du Bootstrap où il y a 350 entrepreneurs dans la salle. Bah d'ailleurs, t'étais venu, t'étais nommé.
pour le Pokémon rare. Ouais, exactement. J'ai Et pas gagné. Mathieu Stéphanie a ouais, gagné, évidemment. Mathieu Stéphanie, c'était trop dur à détrôner, hein. Très très dur. Et donc voilà, c'est un événement qui a un gros budget hein, pour le club. C'est quand même 7-8% du budget annuel. C'est une voilà, c'est une grosse soirée. Tu vois, c'est 35 000 euros de budget plus après des avantages en nature. 350 entrepreneurs dans une salle. Là, c'était le pavillon Wagram, qui est une salle mythique. Ça me paraît pas très cher en plus, hein. Ça va, 35 000 euros. Hein. Parce qu'on négocie bien, hein. Parce qu'on Ouais. négocie vraiment bien. Mais en réalité, c'est des soirées. Si on était LVMH, ce serait le double. Mais nous, on fait Ouais, vraiment ouais. gaffe parce qu'on est bootstrap, quoi. Tu vois. Et donc du coup, l'émotion que je ressentais à ce moment-là, c'était de la peur. Tu vois, j'avais de la peur quelques semaines avant, quelques jours avant, et la pensée que j'ai, c'est eh ben le stress lié à la soirée monte petit à petit. Tu vois, j'arrive pas à contrôler mon stress en fait, et le comportement, c'est je recule le moment où j'écris mes discours. Parce qu'en fait, je suis tellement ancré dans ma peur et l'anticipation de ce qui peut se passer, etc., que j'avance pas en fait. J'avance pas dans mon organisation, je suis bloqué. Et résultat, du coup, 48 heures avant, j'ai toujours pas écrit une seule ligne de mon intervention à moi. Et en fait, après, le but, c'est d'arriver à rendre ça le plus factuel possible. Donc déjà, la situation factuelle, c'est j'organise une soirée avec 350 dirigeants ce mercredi soir. Donc ça, tu vois, il n'y a pas d'émotion liée à ça. L'émotion là, je suis parti plutôt de l'émotion que j'avais envie de ressentir, parce que tu peux le prendre dans plusieurs sens en fait. Et je me suis dit, j'aimerais bien ressentir de la sérénité. Du coup, la pensée que j'essaye d'avoir, qui me permet d'avoir de la sérénité, c'est de me dire que j'ai appris de la dernière fois, parce que c'était la 3e édition, que je suis capable de transformer ma peur en performance sur scène. Et le comportement, du coup, c'est je priorise l'écriture de mes interventions le lundi et le mardi. Et le résultat, tout était prêt avant 11h le mercredi. Je suis clair sur le contenu avec ma co-animatrice Clémence et prêt à le dérouler. Tu vois? Et donc tu organises les choses, quoi. Tu les retransformes. Et je te confirme que c'était de la balle. Vous avez été bon. Merci. Ah non mais moi j'aime bien alors hein, j'aime bien en fait ce genre de petites routines parce qu'en plus alors bien sûr ça sert à plein de choses parce que là ce que tu es en train de dire et tu vois il y a peut-être des gens que ça va intéresser ils vont tester etc et même ceux que ça dit rien ou quoi quand même la leçon qu'ils peuvent prendre c'est que c'est quand même bien d'avoir des routines perso et en fait des routines perso qui peuvent te rendre fier parce que tu les as faites. Tu vois, en fait, ça, c'est un peu cet exemple à la con qu'on vous donne tout le temps, mais je trouve qu'il est tellement parlant, tu sais, de ce général de l'armée qui disait, en fait, déjà, pourquoi on leur fait faire leur lit tous les matins, c'est que en fait, tu commences ta journée par une routine qui t'ancre et surtout, c'est une routine victorieuse. Tu vois, c'est comme avoir un réveil qui sonne et se lever. C'est une putain de routine. Moi, quand j'arrive, maintenant, tu vois, 9 fois sur 10, je me réveille quand mon réveil sonne. Je suis content en fait, tu commences ta journée, t'es là, t'es yes, tu vois. J'avais dit que je ferais ça, je le fais, tu vois. Parce que c'est souvent le problème. Les gens ils veulent plein de choses. Enfin, quand je dis les gens, on veut plein de choses. Et le problème c'est qu'il faut pas être trop gourmand parce que plus on veut faire de choses, plus on veut ancrer des routines, plus on veut ancrer des routines qui demandent aussi de la discipline, etc. Plus c'est compliqué quoi. Ouais, c'est clair. Mais faut s'en tenir à. T'as raison, c'est une question de discipline. Beaucoup, ouais. Bon, au bout de 20 minutes de podcast, mais tu vois, j'ai bien fait d'appuyer sur Rec parce que t'as vu, il en est sorti des choses hyper intéressantes, sans bullshit, hyper profond et tout. J'ai trop kiffé. Je vais quand même te demander, Mathieu, de te présenter. Avec plaisir, Hugo. Écoute, je m'appelle Mathieu Loland. Voilà, je suis normand d'origine. Je viens d'un petit village d'irréductible gaulois en Normandie, qui a façonné mon enfance parce que j'en parlais justement avec Mathieu Stéphanie, qui lui est de Caen et de Normandie. C'est que Il est pas de Cherbourg, lui? Cherbourg, n'importe quoi, excuse-moi, mais à côté de Cherbourg en fait. Et moi, le fait d'avoir vécu dans un petit village où il y avait plus de vaches que d'habitants, ça m'a donné envie de parcourir le monde, de voir autre chose, de retrouver de l'énergie parce qu'au bout d'un moment, tu t'emmerdes quand même. Il faut bien le dire, tu vois. J'ai adoré la liberté que ça te procure de pouvoir faire du vélo, de jouer avec tes potes dans la rue parce qu'il n'y a pas de voiture, parce que voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper chouettes quand tu grandis à la campagne. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi j'ai toujours eu un peu ce feu intérieur, envie de découvrir plein de choses, envie de vivre des aventures, de m'éclater. J'avais besoin d'aller plus loin et d'aller à la capitale, d'aller à Paris, etc. Et donc ma vie, ça s'est un peu organisé jusqu'à arriver à Paris, je dirais, tu vois, finalement pour ma vie professionnelle. Et entre deux, j'ai fait une école de commerce et un master de philo. C'est peut-être ma petite particularité. Ah, sympa. On aime bien le combo. Ouais, j'avais pas envie de m'endormir avec les BDE et les soirées qui te rendent un peu
d'un moment abruti par ça, même si j'ai kiffé que je listais BDE comme tout le monde. Mais en tout cas, j'ai fait tu vois, mon petit mémoire sur Nietzsche et c'était une période aussi qui, tu vois, je trouve que ça m'est encore vachement utile dans ma vie professionnelle d'avoir fait de la philo parce que organiser des séminaires pour des entrepreneurs, par exemple, tu es obligé de tirer un fil. Tu pars d'un thème, d'une problématique et tu dois dérouler un plan, tu vois, qui est efficace, qui va les faire voyager, qui va leur faire vivre une expérience transformante. Donc ça, je l'ai tiré de la philo. Donc voilà, écoute, et puis bah après, depuis, j'ai passé 10 ans dans l'écosystème startup, à la fois en montant la mienne en 2015, je pense que c'était encore pendant mes études, qui s'appelait Wait for Me. C'était un service de line sitter qui font la queue à ta place. Ah, mais putain, mais j'ai entendu parler de ça. Attends, t'étais associé avec qui là-dessus? J'étais associé avec Fabien, mon meilleur pote, et mon cousin, donc je pense pas que tu les connaisses. Mais par contre, c'est bizarre parce que j'ai déjà entendu cette histoire, mais je me rappelais pas que c'était de ta bouche en fait. j'étais chez The Family en fait. Ah, mais c'est pour ça. Je On pense est que c'est d'accord pour que c'est ça une que belle idée de merde, hein. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est fou quand même. 2 heures à un moment donné, je me passionne pour les files d'attente quand même. Ah mais grave, ah, bah, j'étais pas passionné, hein, on n'était pas passionné, hein, mais on avait 23, 24 ans, c'est notre première boîte, et mais en fait on avait pris un business, on se disait on sait faire quoi, on sait pas faire de marketing, on sait pas trop faire de digital, qu'est-ce qu'on sait faire, on sait vendre, et donc on s'est dit on va aller voir dans les lieux touristiques, comment ça se passe sur place. Évidemment on avait commencé par créer un site internet avec marqué on peut faire la queue à ta place pour 10 balles de l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a lancé le site? Bah on a eu absolument aucune réservation. Et donc c'est voilà, le leçon c'est qu'évidemment il faut aller voir tes clients là où ils sont. On est allé aux catacombes de Paris. Les catacombes de Paris, il faut savoir qu'il y a toujours 1 heure et demie à 2 heures d'attente avant de rentrer. Et du coup on a commencé à vendre à des touristes le fait de remplacer. Bah au début c'était mon pote, tu vois, remplacer mon pote qui est en avant de la file d'attente. Et donc on les a payé 5 euros par demi-heure et par personne. Et voilà, donc ça faisait des paniers moyens entre 15 et 20 euros. Et du coup, ils remplaçaient un peu notre line sitter. Du coup, à la fin, on avait genre 15-20 étudiants avec nos t-shirts dans les files d'attente à Paris, à 10 mètres les uns d'écart, et on revendait leur place. En fait, c'est peut-être pas tant une idée de merde que ça, en fait. C'est juste que, est-ce que le marché est vraiment gros, c'est ça, ou c'est pas sûr, quoi. Comme on dit, c'est pas scalable, tu vois. Ouais. C'est pas scalable parce que ça dépend des lieux, parce que maintenant il y a des tickets de files d'attente digitaux, parce que voilà, c'est pas si Ouais, et pas le la futur. logistique, ouais, c'est horrible. C'était voilà, mais on a fait quand même 70 ou 80 000 euros, tu vois, en quelques mois, en faisant Notre-Dame, les catacombes et un petit peu des services à droite à gauche. On était allé voir, aller Ah, il y chercher avait un un mec. que truc, quand même. Ok. Tu vois, Ah je suis ouais, mais mauvaise c'était des langue. machines à cash, hein. C'était des Hmm. machines à cash, mon gars. Ah mais vraiment, mais t'imagines, par journée, en plus au début, on faisait que du black. C'était un sketch quoi. Tu vendais, ça partait c'est le casino quoi. À chaque fois que t'en avais un qui arrivait au bout, les gens ils payaient. Et surtout les Anglo-Saxons, les touristes du Moyen-Orient, etc. Ils avaient aucun problème à payer 20 balles par personne pour éviter Ouais, ils sont de pas faire une après, ouais. queue quoi. Ah, mais Et alors, et vraiment. pourquoi ça quitte? Il y a deux raisons. Bah, je te dis, il y a le truc que c'était pas scalable et donc du coup on était accompagné à l'époque par un business angel qui nous donnait des conseils et qui s'appelle Nicolas Douai, le fondateur de Keldog d'ailleurs. Et je le salue et qui nous avait fait réaliser qu'au bout d'un moment effectivement on pouvait pas porter le modèle très loin et comme on voulait pas faire un business, on aurait pu vivre avec ça, tu vois, mais ça serait pas allé très loin. Puis pour le coup c'était pas ma passion ni celui de mon associé. Et puis après on a eu un événement aussi où un jour dans une file d'attente en fait, bah nous on était obligé d'avoir, si tu veux, un line sitter qui attendait et qui était remplacé par 2 ou 3 touristes pour que ce soit rentable, parce qu'on les payait au SMIC les mecs. Et donc il y avait un Français qui était un peu énervé et qui comprenait pas du tout pourquoi, enfin comment c'était pouvait être autorisé de faire ça, et qui s'était mis à étrangler un de nos étudiants dans la file Je te d'attente. crois pas. Putain, les gens, ils sont Je te excités du jure. bocal, quoi. Putain. Il est devenu fou, mais vraiment fou furieux quand il a vu En même temps, tu vois, il y a 3 personnes qui lui sont passées devant. Ça faisait des heures qu'il attendait. Il était super énervé. Et notre line sitter, je pense, ça a été un peu, tu vois, bon bah et alors, tu vois. Et du coup, il a commencé à le choper. Et du coup, voilà. Et là, on s'est dit franchement, tu vois, ça pue quand même. Ce modèle, même Ouais, opérationnel. parce que en fait, alors on va pas sans rentrer dans le mot légal, mais c'est vrai que par exemple, genre, est-ce que avant d'aller le faire aux catacombes, à Notre-Dame ou quoi, vous alliez demander comme l'autorisation de le faire? Non, pas du tout. Ouais. Donc en Ah fait, ben non, c'était pas non. autorisé en plus de faire ça, tu vois. Mais tu sais qu'on le voit toujours, hein. Tu sais que, mais en fait, c'est trop marrant que tu me dis ça, tu vois. En fait, rien que tout à l'heure,
En fait, il fallait que je cherche une place pour me garer. Tu vois, on revient à l'histoire du resto avec ma fille. Du coup, je lui dis, bah, vas-y, toi, va dans le resto. Il commence, parce que je sais qu'il y a toujours un peu la queue là où on va, commence à faire la queue. Et tu vois, rien que quand moi je suis arrivé dans le resto, que je suis passé du coup devant une seule personne, hein, pour rejoindre ma fille, tu vois, même là, j'étais gêné et j'ai senti que dans son regard, elle était, va niquer ta mère, quoi. Tu vois, que Ouais, tu bien passes sûr. devant, tu sais, je vais dire, bah, ma fille est devant vous, je la rejoins, quoi, tu vois. Donc en vrai, je comprends que ça puisse, à un moment donné, enfin, si vous étiez devenu gros, vous auriez forcément eu des problèmes, quoi, tu vois, à un moment donné. Ah, mais bien sûr, Les bien gens, sûr. ils deviennent fous quand on Mais leur on a passe eu des devant dans rendez-vous, hein. une Tu vois, file. on a eu des rendez-vous avec comment je sais plus ce que c'est, la MNM, le truc, le cercle des monuments nationaux. On a eu plusieurs rendez-vous, hein, parce qu'ils comme ils avaient vu que Ah, la RMN, Réunion RMN, des voilà. Meux, ouais. Exactement, voilà, ben, je cherchais le nom, tu vois. Donc on a eu des rendez-vous comme ça, un peu lunaires, où on commençait à proposer nos solutions. Et ils étaient quand même intéressés parce qu'il y avait eu les attentats il y a pas longtemps avant. Donc les gens étaient quand même très flippés à cette époque d'être dans des lieux publics et à l'extérieur sans pouvoir bouger. Il y avait vraiment un peu cette peur, tu vois. Et donc c'était bon, c'était un peu malheureux, mais pour nous c'était quand même plutôt une opportunité. Mais donc voilà. Ouais, donc j'ai fait ça pendant un an avec mon pote et mon cousin Ouais, qui bon, moi, étaient t'apprends devs. plein de trucs, tu vois. Ouais, on a appris de ouf. Et puis ça, moi, c'était mon rêve à l'époque de rentrer chez The Family, donc on avait été accompagné par eux parce que pour le coup, c'était typiquement à la fois le fake it until you make it et un gros business d'exécution. Donc ça parlait très bien aux valeurs de The Family. Après, je suis allé à Berlin pour monter avec Hugo là-bas. Hugo M. Euh, Salem? Hugo Amsalem, ouais. Ah Ça s'est pas putain, je bien le kiffe passé. tellement lui. Ouais, il est bon, mais moi ça s'est pas bien passé pour moi parce que je me suis fait virer au bout de 5 mois de stage, tu vois. Ah mais alors attends, Et mais juste comment en fait comment ça se passe? Donc du coup toi tu quittes le truc et c'est quoi en fait après tu vas voir les mecs de TF, tu leur dis je veux trop faire un stage chez vous quoi. bah, il me restait un stage à faire pour valider mon école. Et donc, je leur ai dit, voilà, est-ce que vous avez quelque chose? À cette époque-là, ils ouvraient Berlin. Ok. Et Voilà. Et alors donc, je suis vas-y, allé à pourquoi ça s'est Berlin. mal passé? En plus je t'avais vraiment entendu déjà parler, enfin Ouais, ouais, ouais. donner cette anecdote mais j'ai pas la raison. Bah, en fait, long story short, The Family, ils sont très forts, je trouve, sur la partie ambition, casser les codes, réunir des gens improbables ensemble. Tu vois, à l'époque, les VC, les entrepreneurs, les doueurs, voilà, les institutionnels, ils avaient une capacité à mettre tout le monde dans la salle. C'était hyper stylé. Moi, j'ai appris de ouf. Hein, tu vois, je regrette jamais d'avoir fait ça. Mais il y a la partie gestion et la partie management, c'était pas vraiment leur dada, tu vois. Et disons que c'est une époque aussi où il y avait, tu sais, The Family, leur modèle, il y avait quand même. Maintenant, ils sont écroulés, je pense aussi à cause de ça, mais ils vivaient des levées de fonds. Parce Ouais, que, ouais. tu vois, il y avait Pathfinder qui ramenait un petit peu d'argent, qui était le business de conseil aux grands groupes, mais ils avaient pas beaucoup d'argent. Donc Il y moi, a je eu suis coup parti en d'état. fait. Ah oui Comment? non mais après coup d'état ils l'ont sorti. C'était une autre Coup boîte. d'État, ils l'ont sorti, je crois, ouais, Ouais. c'est ça. Mais moi, je me souviens qu'à cette époque-là, tu vois, on était en pleine levée de fonds et Hugo d'ailleurs participait beaucoup pour renflouer les caisses. Donc c'était une période où ils avaient viré plein de gens au passage. Donc moi, j'ai été sorti à ce moment-là au passage. Mais du coup, c'est vrai que ça m'avait pas mal heurté parce que bah ouais, à 23-24 ans, tu vois, j'avais quand même perdu confiance en moi et c'est aussi un des messages que je porte aujourd'hui quand j'en parle. C'est pas juste de faire pleurer dans les chaumières comme tu dis. C'est aussi que quand t'es inspirant, tu vois, quand t'es une institution inspirante, quand t'as des gens inspirants comme Oussama, comme Alice Lété, c'est super important, je trouve, quand t'as des jeunes qui commencent dans la vie active, d'être capable aussi de les accompagner, tu vois, même si tu fais partir les gens, parce qu'au bout d'un moment ça marche pas, de les tenir, de les aider à bien décoller, tu vois. Et moi, ça avait pas été mon cas. Euh, donc voilà. Donc t'étais Mais parti un peu avec le seum quoi. ouais, j'étais parti avec le Somme et un peu triste parce que vraiment j'adorais cet écosystème d'entrepreneurs, de créer. Et je pense que ça a été un moteur pour du coup à 10 ans plus tard, 6 ans plus tard à peu près pour monter un club d'entrepreneurs et me prouver que j'étais capable de le faire. Tu vois. Alright, ben du coup club d'entrepreneurs, on en revient parce que ça en fait, après t'es quand même pas mal actif donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont déjà vu ta tronche ou ton blast quelque part, mais je pense que peut-être ce qu'ils ont encore plus vu, du coup c'est le club Bootstrap que vous avez monté, c'était quoi? C'était juste après le Covid ou c'était avant? Je m'en rappelle plus. Alors, entre deux, je suis rentré chez Ignition Programme dans les premiers Non mais salariés, qui c'est est une dans ce boîte. cadre-là que vous montez le club, non? Ouais, c'est ça, qui est une boîte de formation et de recrutement pour les startups. Et donc moi, je suis arrivé dans les premiers, donc j'ai fait un peu tous les postes, en commençant par recruteur jusqu'à être directeur commercial en France et puis aussi à l'étranger, parce qu'on avait une antenne à l'étranger. Et puis au bout d'un moment, j'avais fait un peu le tour. Moi, j'avais envie de me relancer dans quelque chose, plus au contact des entrepreneurs, justement pour la raison que je t'ai donnée tout à l'heure.
Et Caroline, elle adorait les communautés, donc en fait on s'est dit Donc la CEO. lançons le truc ensemble quoi. Et donc j'ai lancé ça en intrapreneuriat à la base, donc lancé le projet de zéro. Elle était CEO d'Ignition et moi je portais ce projet qui était au début un enfin tu vois au début c'était rien du tout quoi. C'était des dîners qu'on organisait suite à une room sur Clubhouse. Clubhouse, je sais pas si tu te souviens, Ah c'était ouais, putain, vas-y, je me rappelle très bien. Mais tu sais que, en fait, c'est ouf parce que c'était il y a pas si longtemps. Mais moi, Clubhouse, j'ai l'impression que c'était le Moyen-Âge, quoi. C'est un ancien temps, quoi. Alors qu'en vrai, ouais, c'était quoi? C'était 2019? Ou c'était c'était après le Covid? le Je m'en confinement rappelle en plus. fait. Non, c'était le confinement. Donc c'était pour moi c'était 2020-2021 Clubhouse. Ah ouais, putain, c'est aussi récent que ça. Ouais, c'est Bien ouf. sûr. Ça a Ouais. disparu en Ça a fait. même pas 5 ans, en fait. Oui, ou peut-être ça existe encore à San Francisco ou aux Non, US, mais je ça sais pas, existe mais encore, hein. C'est juste qu'en ah fait, ouais? la hype en France, elle a duré même pas un an. Ouais, c'est ça. Ça a duré même pas un Mais an. Mais même quand moi, la j'allais hype, tous les jours. En fait, parce qu'à l'époque, on se disait, putain, il y a un truc qui se passe. Si ça se trouve, c'est le nouveau Facebook, ou le nouvel Instagram, nouveau Snap ou quoi. Et en fait, on veut pas louper. Tu vois, on veut pas louper le coche. Tu vois, par exemple, le coche qu'après j'ai loupé avec TikTok, enfin bref. Et là, on se disait, putain, on est au début, tu vois. Et tu sais, en plus, quand t'es au début d'un réseau social, ils te mettent toujours un peu en avant parce qu'en fait, tu sais, du coup, t'es là, tu fais partie des profils qui présentent aux gens qui s'inscrivent. Et donc, en fait, ceux qui montent en fait tout de suite très haut, et ben en fait ça peut après s'ils restent réguliers, ça peut être les pontes du réseau, tu vois. Tu vois, c'est comme moi je vois aujourd'hui avec mes 50 000 abonnés sur LinkedIn. Putain, je me dis c'est con, tu vois, si par exemple je m'étais mis pendant le confinement, donc genre un an avant, je pense que c'est pas 50 000 que j'aurais. Aujourd'hui, c'est 100 000, tu vois, parce que j'aurais fait partie vraiment de la première vague. Et en fait, c'est pour ça que à l'époque, on était tous à fond. Mais en fait, ça c'est tu vois comme un soufflet, tu sais, qui gonfle dans le four. Tu le sors et après, ouais, il dégonfle direct, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. C'était une hype. Je pense que c'était lié au contexte. Et moi, c'était en troisième confinement, donc c'était début 2021. J'avais organisé une room qui s'appelait Hyper croissance sans lever, impossible pour l'interrogation. Et là, vraiment, il y a 350-400 personnes qui se connectent à la room. Et j'avais fait venir en fait Grégoire Gambato à l'époque qui se brandait vachement sur le bootstrap, qui était le king de LinkedIn, tu vois, du moment. Ah bah, Guillaume Houbèche de l'Empire, Thibaut Renouf de partout. Il y avait Johan Lopez de Snowball et il y avait c'est marrant, Caro. Et il y avait... Thibaut que je Comment? reçois demain c'est marrant, Thibaut que je reçois demain Ah ok. dans le podcast. Ouais, bah, alors ouais, t'avais quand même, t'avais préparé ton truc. C'est pas un Ah hasard. oui. T'avais Oui, fait oui. une grosse room quand même. Ah mais bien sûr, c'est sûr. Et moi j'étais allé chercher avec les dents, c'est-à-dire que j'avais appelé Guillaume en disant bah il y aura Grégoire, puis alors qu'il n'y avait pas du tout Grégoire, puis après j'avais appelé Grégoire en disant qu'il y avait Thibaut et Guillaume, enfin tu vois, et je m'étais débrouillé comme ça, et c'était chauffé, et ouais, et ça avait cartonné. Et là il y avait eu plein d'investisseurs dans la place qui sont passés, voilà, je crois même qu'il y avait Xavier Niel qui s'était connecté à l'époque, il était sur le Clubhouse ça aussi, enfin un truc incroyable qui s'était passé. Et du coup je me suis dit tiens en fait, le sujet intéresse. C'est-à-dire que la question de bootstrap versus lever, c'est un truc qui parle aux entrepreneurs, qui leur pose question. Voilà. Et donc, on s'était revu après avec ces gens-là. On avait organisé un dîner, puis quelques autres, tu vois, qui sont arrivés par la suite. Thibaut Desrumeaux de Wivou, Ségolène Moutarde, Hugo Manoukian. Enfin, voilà. On avait organisé un dîner et le fit a pris tout de suite, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, le premier dîner, il était chez Caroline. Il devait durer jusqu'à 23 heures, il a duré jusqu'à 4 heures du mat avec les Dijon. Et en fait, c'était pas. On en a organisé un deuxième, un troisième. Au début sans modèle, juste parce que tu vois, il y avait une vibe, et parce que des gens stylés en ramenaient d'autres qui étaient stylés. C'est comme ça que sont agrégés Wilfried de Superprof, Mathieu Stéphanie, voilà, Jean-Louis Bénard de Sociable, enfin voilà, plein de Gilles Sadger de Lucas, enfin tu vois, plein de boîtes incroyables qui sont venues petit à petit. Et, et voilà, en fait, ça s'est mis en place comme ça. Et puis, au bout d'un moment, on a réfléchi, on s'est dit, bon, c'est quoi le modèle en fait? Ça veut dire quoi ce qu'on fait? On a capté qu'on faisait un club d'entrepreneurs et donc là, il a fallu lancer des cotisations. Et donc, au démarrage, on avait dû faire payer ça 1500 balles pour l'année. Moi, j'avais annoncé ça en tremblant lors d'un dîner du troisième, quatrième dîner chez Caro, tu vois. Et les gens se dit, ouais, bah, 1500 balles, no problème, tu vois. C'était déjà des boîtes qui faisaient au moins je sais pas, à 4, 5, parfois 10 millions de chiffre d'affaires, donc c'est rien du tout. Et voilà, et c'est parti comme ça.
Trop bien, mais en fait c'est pour ça que je kiffe trop ton histoire parce que bah moi de toute façon ceux qui me suivent savent que j'ai également un club. Alors moi justement en fait vous des bonnes choses que vous avez faites, moi c'est des coches. Tu vois en fait tout le début de ton histoire, je me dis bah c'est exactement comme nous. C'est-à-dire au début nous ce qui nous rassemblait c'était d'être des entrepreneurs à Bordeaux qui créions un peu de contenu sur LinkedIn. On s'est dit vas-y on fait un premier dîner et comme tu dis alors nous ça a pas duré jusqu'à 4 heures, ça a duré jusqu'à 6 heures. Je me suis même fait une côte ce jour-là. Retour chez moi en trottinette. J'en avais genre pour 3-4 bornes. Et à 100 mètres de chez moi, je m'éclate. Je pense que c'est mon corps, il s'est dit, vas-y, c'est bon, t'as plus besoin d'être en alerte. Tu peux y aller freestyle. Et c'est là que je suis tombé. Donc bref, ça c'est pas le truc le plus glorieux de l'histoire. Mais dans tous les cas, on avait passé une super soirée. Et en fait, c'était hyper cool, tu vois. Je me suis dit, putain... C'est genre, tu vois, moi qui étais pas trop, tu vois, j'ai jamais été trop dans les clubs, dans les soirées, les after work, French Tech et autres et consorts. Et en fait, j'ai même pas envie de casser du sucre. En fait, c'est juste que c'est moins ma vibe et c'est pas trop mon kiff en fait, tu vois. En fait, moi, j'avais kiffé ce jour-là en fait de pouvoir parler de notre quotidien en fait, tu vois. C'est presque, tu vois, un truc que je sais pas si je dois le dire, mais tu vois, en fait, c'est de parler comme si t'es Harry Potter et t'arrives à Poudlard, quoi. Tu vois, tu te dis, putain, je suis enfin pas enfin, mais je suis avec mes semblables, et c'est pas grave si je parle de mes trucs parce que du coup, personne trouvera bizarre, et en fait, les gens, ils vont comprendre de ce dont je suis en train de parler. Contrairement quand t'es avec les moldus, quoi, tu vois. C'est le type de l'entrepreneur. Mais c'est ça. Et donc, en fait, on s'est dit, vas-y, on kiffe trop. On fait le groupe WhatsApp. Et là, je dis, bah, vas-y, c'était cool, on fait un deuxième dîner. Et évidemment, c'est exactement ce que tu décrivais. Chaque personne là qui était dedans, bah, ils étaient tous trop stylés. Donc, s'ils invitent des gens, c'est qu'ils sont également stylés. Et après, le dîner d'après, on n'est pas 10, on est 15. Et celui d'après, on est 25. Et celui d'après, on est 40. Et je me rappelle toujours, même ce dîner numéro 4, où on était genre une cinquantaine. On avait fait un putain de banquet. Et c'était, en plus, c'était le mois de mai. Il faisait beau, on était sur un rooftop au Mama Shelter. Enfin, c'était génial, quoi. Tu vois, tu sentais et puis il y avait un truc, tu vois, les gens, ils étaient contents parce que c'était nouveau, quoi. Je pense que c'est un peu ce que vous avez vécu. Ouais, et c'est là où moi, par contre, où j'ai pas, pris le bon coche comme vous. C'est que c'est à pile à ce moment-là, j'aurais dû me dire, OK, maintenant, il faut mettre de la structure, ce que j'ai essayé de faire. Mais pour mettre de la structure, il faut mettre une cotisation. Et moi, c'est la chose que j'ai jamais faite. Tu vois, après, je dis, bah, par contre, les gars, moi, je réserve un resto. Donc, en fait, il faut payer avant. Donc, en fait, ça devenait, en fait, toute une usine à gaz où on avait fait des automatisations. Il recevait l'invite et le truc Stripe. Et un tel a payé, a pas payé. Mais moi, en plus, j'ai jamais voulu faire le flic. Donc, en fait, j'arrivais, je disais, bah, tu vois, j'avais toujours en plus un peu à remettre de ma poche ou quoi. Du paiement, quoi. Ouais, bah, en fait, et en fait, et puis, après, là aussi où j'ai merdé, c'est que vous aviez un fil conducteur, c'était quand même les belles boîtes, Bootstrap. Le fait qu'il y ait une cotisation, ça met quand même une barrière à l'entrée. Et du coup, t'as pas les passagers clandestins qui peuvent rentrer. Et moi, à un moment donné, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à ouvrir les vannes. Tu vois, et je disais, bah, en gros, t'es entrepreneur, t'es à Bordeaux, tu rentres dans le groupe, t'es invité, quoi. Tu vois, et moi, c'est le problème que j'ai eu pendant au moins 1 an ou 2, chose que vous n'avez pas faite, quoi. Ouais, en fait, bah déjà, ce que tu as fait est quand même très stylé, hein, parce que j'en entends parler régulièrement et on a un ou deux membres en commun. Mais 3 ou 4 même. 3 ou 4, ouais, peut-être 3 ou Ouais. 4, ouais. Mais en effet, si tu veux faire une communauté professionnelle ou un réseau d'entrepreneurs professionnels, parce que nous, c'est ça, en fait, le Club Bootstrap, tu vois. C'est, il fait de la sélection et il faut être très clair sur tes critères. Et je pense qu'il y a beaucoup trop enfin, en tout cas, les communautés qui ne fonctionnent pas, quelle que soit ta cible, hein, ça peut être des bouchers, ça peut être des directeurs marketing, ça peut être ce que tu veux, des DRH. Si t'as pas une forme de sélection qui est ambitieuse, tu donnes pas envie aux gens. Parce qu'en fait, les gens, ils viennent parce qu'il y a d'autres gens stylés. Ou alors, c'est parce que ils sont en mode wannabe et c'est très bien, on y passe tous. Mais du coup, c'est pas ça c'est pas le type d'événement que tu veux faire. Ou alors, c'est ton positionnement, mais du coup, tu vois, c'est ce que fait Martin. Il le fait avec plutôt des jeunes entrepreneurs. Martin Crégu de la Founders Ouais. Night et Martin Avec la Builder Factory. Le problème de son modèle, c'est que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, forcément, parce qu'ils se lancent, tu vois. Donc ça veut dire que c'est très très dur de vivre avec ça. Et c'est tout à son honneur, parce que du coup, il permet à ces gens-là aussi de se voir, de se rencontrer, qui ont un besoin énorme d'échanger. Donc c'est hyper beau en termes de mission, mais en termes de business, c'est super super dur. Alors que Et nous, d'ailleurs, ouais, effectivement, on peut lui faire un coucou au passage parce que franchement, s'il écoute ou si quelqu'un qui le connaît écoute, franchement, Martin, c'est un mec qui fait beaucoup de bien à l'écosystème. Moi, du coup, j'ai été ouf. faire un talk un soir. Il arrive il a quand même cette faculté à
à fédérer autour de lui et à mettre une énergie positive dans un groupe que moi je lui envie mais grave quoi, tu vois. Ouais, il est très bon, et c'est un missionnaire, quoi. Ouais. Donc c'est clair que c'est beau ce qu'il fait. Euh, et donc moi, non, ce que je te disais, c'est que oui, en tout cas, il faut de la sélection. Et nous, dès le début, on a mis des critères à 2 millions de chiffre d'affaires pour rentrer. Maintenant, c'est même plus structuré que ça, parce que c'est 2 millions pour les SaaS et les modèles de retail, 4 millions pour les agences, parce que les agences, c'est très facilement bootstrapable, et 8 millions pour les ESN, parce que leur modèle, c'est de faire du recrutement, et donc ils ont un volume d'affaires qui est naturel avec ces profils-là. Donc, euh, donc en fait, tu vois, c'est quand même des critères assez ambitieux pour des boîtes. Et d'ailleurs, souvent, si on se compare au Galion, qui est un club qui est plutôt pour les boîtes qui ont levé des fonds et qui veulent travailler plutôt leur valo, tu vois. Souvent en termes de chiffre d'affaires, on a comparé, mais il n'y a pas photo, quoi. Nous, on a des boîtes qui font beaucoup plus de CA que certaines boîtes qui ont des valos beaucoup plus élevés, quoi. Donc voilà, donc c'est ça qui rend c'est vrai que c'est ça qui rend de la qualité. Et c'est vrai que moi, venant d'Ignition, où j'avais appris à sélectionner des profils, parce que j'étais recruteur, bah, ça a été assez naturel de savoir détecter le bullshit derrière un entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, c'est d'abord le premier des bullshitters. C'est son métier, tu vois. Tu dois vendre, tu dois te vendre, alors que parfois, la maison, elle craque dans tous les sens, le produit, il est à peine sorti, et tu dois dire que t'as des rêves de malade, que ton équipe c'est de la balle, que tu fais un CA de fou, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment un radar à bullshit, et mon but, ça a été à chaque fois de m'assurer que les gens qui rentrent dans ce club sont vraiment des mecs qui ont un track record, qui sont des gens bien aussi, parce que c'est super important dans une communauté d'avoir un esprit. Donc nous, il y avait une culture quand même de l'entraide, du partage, même je dirais de la légèreté dans la profondeur. Parce que tous les formats, c'est beaucoup du codev de dirigeants, donc c'est des formats d'échange profonds sur des problématiques liées à la vision de ton entreprise, tes problématiques de management, tes problèmes d'associés. Voilà, et donc tout est fait pour que tu puisses avoir des échanges profonds tout en ayant une forme de légèreté. Donc il faut que tu choisisses vraiment des gens qui sont à la fois en envie de partager, en vulnérabilité, de venir en posant la carapace du CEO que tu as toute la journée, et en même temps qui sont des gens qui vont le faire avec voilà, une forme de bienveillance vis-à-vis d'autrui, parce qu'il faut que tu les écoutes, il faut que tu les aides, il faut que tu sois pas jugeant. Enfin voilà, il y a tout un tas de règles qu'il faut que tu respectes dans le format d'échange. Donc voilà, donc c'est sélection, deux, une culture très claire, comme quand tu recrutes pour une boîte, tu vois, et qui est aussi un deuxième filtre. Et après, c'est comme tu as dit tout à l'heure, de la structure, quoi. C'est-à-dire, bah, moi, je me suis mis très vite, au bout de quelques mois. Au début, j'étais encore directeur commercial à l'étranger et je faisais ça en mi-temps. Et puis, au bout de 7 8 mois, je me suis mis à plein temps dessus, tu vois. Et puis après, bah, j'ai recruté Pierre, puis Jeanne, et donc on était à trois à plein temps, et Caroline qui était, bah, voilà, à peut-être 10-20% de son temps, puisqu'elle était CEO d'Ignition à côté, mais qui était très présente sur les séminaires, sur les moments importants, etc. Donc on a structuré les choses, et c'est ça qui a rendu, je pense, qui a fait un succès. Et puis après, l'étincelle, c'est la qualité, et malgré tout, et surtout au début, la fame. Tu vois, je pense que c'est toi, d'ailleurs, c'est un de tes succès sur le Poney Club, c'est que toi, tu avais ta fame, et puis je pense que tu as attiré des gens comme le fondateur d'Asphalt, tu vois, des gens qui étaient connus dans l'écosystème, qui vont faire que ça rend le truc sexy, mais qui est super important. Nous, quand on a eu, comme on avait Mathieu Stéphanie, qu'on avait le patron Bateau, Moubèche. Moubèche, Grégoire Gambato, en fait, ça a attiré naturellement un tas de gens. Et on a eu, moi, je me souviens que le jour où on a fait un peu le coming out du club, c'était après le quatrième ou cinquième dîner seulement. Je me souviens, mais mon LinkedIn avait explosé, alors que moi, j'étais pas du tout connu, tu vois. J'avais mais vraiment mais des dizaines et des dizaines de messages d'entrepreneurs qui voulaient Mais rentrer moi, dans le c'est là club. que je t'ai connu, hein. C'est quand c'est cette fameuse photo là. Ah oui, 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 d'accord. Cette fameuse Pardon. photo à 1 million de followers, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'était parti en cacahuète. C'était assez incroyable, quoi. Et après, d'ailleurs, ta communauté, elle, tu vois, aujourd'hui, Guillaume Moubèche, il fait plus partie du club. Grégoire Gambato, il est parti à San Francisco. Il y en a plusieurs qui ont quitté le club. Et c'est Mathieu Stéphanie, pour le coup, fait toujours partie. Il y a plein de têtes très connues qui vont partir parce qu'ils sont restés 2 3 ans. On a eu Théo Lyon aussi qui est venu pendant 2 ans, tu vois. C'est des bêtes d'entrepreneurs. Et au bout d'un moment, bon, bah, ils ont tiré parti de ce qui les intéressait. Ils ont apporté aussi. Et puis ça ne matche plus et c'est ok, tu vois. C'est la vie d'un club. Mais c'est vrai qu'au début, tu vois, moi qui me lance dans le podcast, on pourra peut-être un peu aussi en parler après, puisqu'on a tous les deux cette activité aussi. C'est pareil, il te faut des têtes d'affiche au démarrage pour que les gens se disent, ah, ok, stylé, il arrive à avoir vraiment les meilleurs invités, quitte à ce que ça te permette après, je trouve, d'avoir des invités
incroyables aussi, mais qui sont moins connus et que tu vas faire découvrir. Mais il faut cette vibes de FOMO, un peu de fame qui est nécessaire au début, quoi. Forcément. Et donc, du coup, c'est quoi ton bilan du club là après donc, ça fait quoi? 3 ans, 4 ans? 4 ans, ouais. Après 4 ans d'activité. Bah, le bilan, je pense qu'il est bon. C'est-à-dire que il y avait besoin initialement, c'était la mission du club, de parler de cette notion de bootstrap, c'est-à-dire sortir du sujet de réussir pour être entrepreneur, c'est avoir levé des fonds ou c'est avoir fait un exit. Réussir, c'est qu'une question de valorisation financière et en fait ou d'hypercroissance, tu vois, ou d'avoir fait une licorne et d'être passé dans les échos et d'être voilà. En fait, des validations extérieures, médiatiques et parfois un peu bullshit. Je pense qu'il y avait besoin de reconnaître qu'il y a des milliers d'entrepreneurs, il y a 150 000 PME en France, tu vois, qui font un travail incroyable, qui ont des CDI, qui ont fidélisé des salariés. Et je pose pas des modèles en disant ça, hein, parce que tu vois aujourd'hui il y a aussi plein de modèles freelance, c'est super. Mais en tout cas qui font un boulot mais formidable hein, pour créer un tissu économique en France qui est important et qui font ça dans l'ombre, qui n'ont pas forcément besoin de lever des fonds, ou qui l'ont fait, et qui le regrettent et qui ont besoin d'être mis en valeur, d'être mis en connexion, d'être aidés, voilà. Et donc ce message-là, il était super important à porter, je trouve. Il se trouve que quand on s'est lancé en 2021, c'était juste avant la crise de la tech, tu vois, qui a un peu donné raison à tout Du coup, ça. vous avez eu un momentum de bâtard quand même. De malade, de malade. Ouais. C'est-à-dire que juste après, les GAFAM ont commencé à licencier en masse, les valos des startups sont écroulés. En fait, il y a voilà, la crise est arrivée. Donc ça a donné raison au fait qu'on parlait plus que de chiffres, de thunes, de valos, alors que il y avait plein d'entrepreneurs qui, voilà, avaient une vision du monde beaucoup plus long terme, qui voulaient rester indépendants, qui faisaient un boulot de malade, hein, tu vois, et qui sont un peu des ovnis. Wilfried Granier de Superprof, il fait 60 millions de chiffre d'affaires dans 150 pays. Il n'a pas lâché un pourcentage de son capital. Ouais, Euh, insolent. et Durand du Temple, c'est pareil, tu vois, c'est une bête de boîte. Il est complètement indépendant. Gilles Sadger, Lucas, ils sont aujourd'hui, je pense, plus gros que Payfit. Euh, il a pas levé pendant 20 ans. Tu vois, il a pas levé pendant 20 ans dans sa boîte. Et d'ailleurs, quand il l'a fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on on n'est pas opposé au levée de fonds. On dit, la levée de fonds, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas Et dogmatique, quoi. C'est ça. ouais, Est-ce que j'ai bien utilisé le mot dogmatique là? oui, C'est oui, la première oui, fois en de ma vie plus, que je l'utilise. Enfin, je jure que depuis tout à l'heure, je l'attends. Je dis putain, je vais le dire. Elle a été utilisée à bon escient ou pas? parfaite. Ah, je suis En trop plus, content, putain. Je pense que je vais le mettre dans le teaser. voilà, Ouais, vous êtes pas dogmatique. ouais, non, on n'est pas dogmatique, mais voilà, mais du coup, c'est ça. Si tu le fais, si tu lèves des fonds beaucoup plus tardivement, t'auras un bien meilleur deal, tu vois. C'est-à-dire que quand tu lèves, tu vas lâcher peut-être pour 65 millions, dans le cas de Lucas, 20% de ton capital. Alors que si tu le fais dans les 2 premières années de ta boîte, tu vas lâcher 40%, tu vois, 30-40%, et pour un montant 65 beaucoup millions, plus faible. tu lâches même 100, 120%. Enfin, Ah tu vois. bah oui, pour ce montant-là, mais tu le lèves pas de toute façon. Tu le lèves Tu pas, lui donc donnes et tu lui fais le ménage de chez lui toute sa live, quoi. ouais, voilà, tu deviens ça, tu deviens un Conchita, quoi. Non, ça n'arrive pas. Donc, et puis t'as eu le temps, du coup, d'apprendre à gérer une boîte solidement, à faire des erreurs, à te relever, à être un bon gestionnaire, à gérer ton cash. Tu vois, il y a plein de choses que ça permet de faire. Moi, je trouve que c'est hyper vertueux de se dire qu'il faut le faire le plus tard possible. Pas ne pas le faire, mais juste le plus tard possible. Et voilà, et de bien travailler aussi ta vision du monde avant, parce que une fois que tu fais rentrer des VC, malheureusement, parfois, et j'en ai reçu, moi, je suis le réceptacle un peu de plein d'entrepreneurs qui me parlent de quand ça s'est mal passé. Mais tu vois, il y a plein de boîtes qui ont des CEO, parce que les CEO ont l'impression que quand tu es CEO, tu vas pas te faire virer. Un CEO, il peut complètement se faire virer. Il y a plein de boîtes où le CEO se fait virer. D'ailleurs, dans la tech, là, au moment où les licornes ont commencé à dévisser, il y a plein de têtes qui sont tombées. Plein de têtes. Parce que bah, le VC n'est plus aligné, et en fait le VC au bout d'un moment il a le pouvoir s'il possède la majorité du capital, et que de toute façon en fait il a plus d'argent et plus de temps que toi à consacrer à te faire sortir, tu vas dégager en fait, tu vois. Et donc il faut faire attention, et c'est ce que j'ai reçu Alexandre Belliti, fondateur de Clény, à mon micro il y a pas longtemps. Il Ah, disait que lui il j'adore. avait regretté sa levée de fonds parce il s'est rendu compte qu'en fait il avait mis le pied dans un jeu auquel il n'avait pas forcément envie de jouer, tu vois. Et surtout que lui, c'était une boîte de service, et c'était à l'époque où
tu parlais de MRR alors que lui il fait une boîte de propreté. Ça n'a pas de sens, tu vois. Il n'a pas de sens et t'as pas besoin de ça en fait. Donc faut être bien au clair. Si tu lèves des fonds, bah ça veut dire tu vas perdre ton indépendance, tu vas perdre du contrôle, tu vas potentiellement accélérer, c'est sûr. Tu peux aller très vite, mais faut être au clair avec les sacrifices que tu fais au prix de ton ambition. Voilà. Et si t'es pas prêt à ça, ou si tu veux avoir de l'ambition mais que t'es prêt à le faire plus lentement, et ben la voie du bootstrap c'est peut-être la meilleure pour toi. Et du coup, en termes de chiffres, est-ce que du coup, monter un club professionnel, est-ce que c'est un bon business model? Est-ce que c'est périn? Est-ce que ça fait un bel EBITDA? C'est quoi ton bilan pareil à bout de 4 ans là-dessus? Alors, euh, alors il y a plein de possibilités quand tu fais des clubs. Il y a beaucoup de clubs qui sont des associations. Tu vois, l'APM, le réseau Entreprendre, Croissance Plus, voilà, il y a plein de clubs qui sont des assos, donc à but non lucratif. Après, il y a des clubs qui sont privés. Tu vois, nous on a un club privé, le Galion c'est un club privé, French Founder c'est un club privé. Donc tu peux aussi faire ce modèle-là. Oui, donc oui, ça peut faire de l'EBITDA pour répondre à ta question, hein. Nous en l'occurrence on est une boîte rentable qui fait à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas énorme, hein, c'est pas un gros business. Tant que tu le scales pas en région, en province, voilà, qui est une des options d'ailleurs pour le club Bootstrap. Mais pour l'instant, le but c'était vraiment d'avoir un impact aussi sur le message et d'avoir aussi les meilleurs entrepreneurs à Paris. Voilà. Mais ils sont pas que de Paris, hein. Il y en a plein qui sont de régions mais qui viennent à Paris. Voilà, mais ça fait à peu près ce chiffre-là, tu vois, en chiffre d'affaires. Euh, donc après, la question toujours, c'est comme c'est un format où souvent les gens sont très impliqués, c'est difficile d'en faire une machine Afrique. C'est pas souhaitable, je pense, d'en faire une machine Afrique, tu vois. Donc moi, par exemple, dans mon moteur à moi, c'était plus de porter un message, d'avoir un impact sur l'écosystème et de me faire un réseau. C'était mon bail, tu vois, ma martingale à moi, de me faire un réseau de malades, de rencontrer des gens incroyables et de grandir à vitesse accélérée, parce que tu vois, je l'ai lancé, j'avais 27 ans et j'avais pas de réseau. Et maintenant, je suis pote avec plein d'entrepreneurs des meilleurs de la tech, tu vois, donc je me sens hyper chanceux. Euh, mais c'est pas forcément ça qui fait. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire un business après autour pour faire ça. Les très gros qui font du biz, par exemple, je sais que French Founders, ils sont dans tous les pays, notamment dans toutes les grandes villes, New York, Londres, voilà, plein de pays. Ils ont levé des fonds, donc ça veut dire qu'ils sont liquides. Mais du coup, ils ont, tu vois, j'avais parlé aussi au Benoît Buridan, je crois qu'ils sont 4000 ou 4500. Donc c'est un autre modèle. Et après, ça a ses avantages, je pense que ça a aussi ses difficultés. Nous, on voulait vraiment un truc de qualité, de ouf, et porter un message. Et du coup, là, ça va devenir quoi, là, le club Bootstrap, pardon, c'est quoi le futur proche, là? Qu'est-ce qui se passe? Alors écoute, bah, pour ma part, moi je vais m'en aller du club après 4 ans. Disons qu'on n'est plus forcément aligné avec mon associé sur ce qu'on attend de ce projet-là. Et donc on a décidé de se séparer bons amis et ça va être repris par Ignition Programme pour le coup, après Ok. 4 ans là. Donc je pense que à court terme, ça va rester plutôt le club à Paris des meilleurs entrepreneurs. Après, je ne sais pas exactement comment se construira la suite parce que elle se fera sans moi. Euh, mais, euh, mais voilà, moi j'ai vécu une aventure de ouf. J'ai énormément de gratitude pour ce qui m'est arrivé et la possibilité d'avoir porté ce message dans l'écosystème et d'avoir eu plein d'entrepreneurs qui m'ont remercié d'avoir trouvé des potes qui ont le même, tu vois, la même ADN qu'eux, la même envie qu'eux, les mêmes problèmes qu'eux. Des gens qui étaient contents aussi qu'on puisse porter leur voix alors qu'ils l'avaient pas d'habitude, qui passaient pas dans les médias, etc. Donc je suis vraiment fier du trajet accompli et voilà, voilà ce que je peux te dire. Et du coup, c'est quoi les bails pour toi pour la suite? Est-ce que c'est euh, maintenant que c'est bon, maintenant que t'es entrepreneur, tu restes entrepreneur, ou est-ce que tu vas retourner chez les Moldus, ou est-ce que tu veux remonter un business du coup? Ouais, on va arrêter de dire les Moldus, on peut dire les civils sinon ou un truc comme ça. Non, vas-y, pareil, ça c'est un peu Les dévalorisant. salariés. Non, non, on les embrasse évidemment, on embrasse tout le monde, on aime tout le monde. Bien sûr. Donc, c'est quoi les bails pour toi? Est-ce que tu restes de notre côté de la barrière ou est-ce que tu retournes de l'autre côté? Et ma deuxième question, c'est là, du coup, avec le club Bootstrap, t'as quand même acquis une véritable compétence sur le fait de fédérer, d'animer et de gérer une communauté. Et ça, c'est quand même pas rien, surtout dans les business actuels. Donc, est-ce que tu restes là-dedans ou est-ce que pas du tout? Ou est-ce que tu vas partir sur autre chose? C'est quoi les bails un peu? Écoute,
Euh, aujourd'hui, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle À poil et sans filet. Ah, j'ai écouté le Et qui premier est... épisode avec Matt. Alors c'était peut-être pas le premier, mais moi c'est le premier que j'écoute en tout Non, cas. ouais. T'as bien aimé? Ouais, c'était cool. Franchement, très fluide et tout, c'était très sympa. En vrai, c'est un bon Bah, client, hein, Matt. bah oui, 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 il est bon, il est bon. En tout cas, mon objectif avec ce podcast, tu vois, c'est À poil et sans filet, c'est mettre à nu des dirigeants pour comprendre qui ils sont vraiment. Trop Et bien. donc, je vais avoir une discussion la plus authentique possible, un peu comme celle que j'ai au club, que j'ai eu pendant 4 ans, avec des patrons, des entrepreneurs, sans filtre, où ils parlent vraiment de leurs problèmes, de leurs doutes, de leurs questionnements, de leur façon de prendre des décisions, de se projeter, d'avoir de l'ambition. Donc, j'essaie d'avoir vraiment c'est un mi-chemin peut-être entre Thierry Ardisson et Génération Do It Yourself, tu vois. Ouais, ouais, je vois très bien l'esprit. Et juste, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, tu vois. Par exemple, moi, t'es dans ma liste qu'on a tous, tu sais, dans liste d'idées, dream list, enfin bref, tu l'appelles comme tu veux. Moi, genre, je rêverais, tu sais, de monter alors pas un podcast, mais en fait un contenu, tu sais, un peu comme les dîners, tu sais, qu'ils faisaient au Faubourg Saint-Honoré. Je crois que ça passait sur Paris Première. Mais Tu sais, en fait, avec, il avait tous ses invités. Il bouffait et buvait et tout. Et du coup, c'était filmé. Alors, ça doit être un avec délire en termes Baffy, de... avec Laurent Baffy. Et en fait, alors, Laurent Baffy, des fois, il était invité. Et après, c'est Laurent Baffy qui a repris le concept. D'accord. Tu sais, du coup, c'est Ok. pas sur un plateau, c'est vraiment, il accueillait les gens chez lui, en fait, dans Ouais, son appart. je vois, ouais, c'est très stylé. Bah ouais, non, mais ça c'est clair, tu devrais le faire, hein, je pense que c'est une excellente Ah idée. ouais, ouais, c'est juste que Vraiment. à mon avis, c'est en termes de production, c'est pas si simple. Donc, en fait, faudrait juste trouver le temps, les gens, concorder tous les agendas, Ouais, et puis, trouver quand même le sponsor, parce que là, je pense qu'on est sur du minimum, 1500 balles par épisode, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Là, Minimum. tu fais exploser les prix, ça c'est sûr. Mm. Mais voilà, mais du coup, en fait, j'avais pas envie de faire un podcast sur le comment sur le business, mais sur le comment de l'humain, tu vois, du Ouais. dirigeant, tu vois, de la personne derrière le dirigeant. Parce que je trouve que sur le business, tu vois, il y a plein de podcasts qui le font hyper bien, dont le tien d'ailleurs, que j'écoute régulièrement, tu vois. Dernier en date, j'avais écouté avec Modèle Aves, tu vois, qui est pas le dernier, mais que j'ai trouvé vraiment hyper aidant. J'avais écouté celui avec Mathieu Stéphanie pour comprendre comment faire un podcast, tu vois. Et C'était je l'un trouve que des c'était premiers que super. j'avais fait. Du coup, il m'avait bien aidé. En plus, il m'avait accueilli chez lui. Il m'avait pas fait payer, évidemment. Donc, hyper sympa. Mais, tu vois, juste pareil, je fais juste une parenthèse et je te laisse continuer. Mais, tu vois, pareil, moi, là, les 20 premières minutes, là, qu'on a passé ensemble, tu vois, ça, c'est quelque chose que je trouve que je fais pas assez dans mes podcasts. Et limite, alors que c'est peut-être presque le moment que j'ai préféré de notre discussion. Et tu vois, et je me rends compte qu'en plus, pour qu'un podcast se passe bien, tu vois, là, regarde, là, ça fait 59 minutes qu'on se parle. J'ai pas vu le temps passer, alors que parfois, tu vois, si je suis hyper honnête, ça arrive que des fois, je me dis, putain, tu vois, c'est fatigant, quoi, tu vois, parce que, en fait, c'est fatigant d'avoir une discussion, hein, qui dure 1 heure, filmée, etc. et tout. Donc, bref. Mais je me rends compte que, aujourd'hui, il y a tellement de podcasts, il y a tellement de contenu, en fait, je pense que t'as raison et tu prends le bon bout dès le début, tu vois, moi, il m'a fallu plus de 100 épisodes pour m'en rendre compte, qu'en fait, limite, en fait, j'ai presque plutôt envie de parler de la vie avec toi plutôt que de parler de business, en fait, quoi, tu vois. Et ça, c'est plutôt intéressant, en fait, comme angle. Ouais. Après, je pense que ça tout dépend de ton positionnement, tu vois. Mais tu vois, moi, par exemple, c'est vrai que je t'identifie comme un expert sur les questions d'orga perso, d'entrepreneuriat en général, de comment aller faire le 0 to 1, de 0 to 1, ou comment monter un média. Et du coup, tu vois, quand je vais écouter un Hugo Benz, je vais écouter parce que je veux enfin, tu vois, je te dis mon retour, hein, mais moi, je me Ouais, dis, ouais. non, je vais choper de l'info méga concrète, méga utile. Et je comprends très bien ce que tu dis, mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je les écoute, je me dis, bon, bah, nickel. Je vais prendre une douche de valeur et je ressors, bah, je sais exactement ce que je veux faire pour faire péter mon LinkedIn avec Modèle Aves ou faire péter mon podcast avec Mathieu Stéphanie. Ouais, ouais, non, Moi, je comprends. ce que je veux faire, c'est plutôt, déjà, je te dis, c'est plutôt, je veux provoquer des, euh, des aha moments chez mes auditeurs, des bouleversements en écoutant la face cachée de l'entrepreneur qui va leur permettre du coup de prendre une meilleure décision dans leur vie, de prendre un meilleur positionnement, un tournant. Et, voilà. Et si dans l'heure et demie de discussion, il y a un truc qui les touche, parce que je cherche vraiment ça, et ben que ça va les faire bouger. Et du coup,
tu vois, avec Eric Larchevêque, j'ai parlé de son rapport à la mort, j'ai parlé de son rapport à la religion, de quand il s'est fait virer de Ledger et de qu'est-ce que ça lui avait fait. Tu vois, on allait vraiment deep sur des trucs. C'est pas mal Et ça, parce que tu vois, moi, c'est un truc que j'ai regretté quand je l'ai invité, l'archevêque. Je suis resté vachement en surface, tu vois, parce que je suis un podcast business, je lui ai laissé dérouler sa chronologie. Et ouais, c'était un temps, bah tu vois, c'était genre il y a un an pile, alors que maintenant, bah, j'aurais envie d'un peu d'aller creuser. Bah ok, t'as monté une licorne, bah ça c'est top, mais ça que bah c'est bravo, enfin franchement admiratif parce que vous êtes moins de 50 à l'avoir fait en France, donc t'es dans le top 0,00001%. Euh, Maintenant voilà, pareil, et qu'est-ce que ça fait de se faire virer de sa propre boîte, de ci, de ça, et je l'ai pas souvent entendu dire ça, donc tu vois du coup là j'ai vraiment envie d'aller écouter l'épisode. Je sais pas si tu l'as sorti déjà ou pas encore. non, il va sortir dans 2 semaines là. Ok. Parce que, Il va là, alors sortir dans vas-y, deux semaines. c'est quoi un peu le line-up là? T'as déjà sorti qui et tu vas à qui sort bientôt là? Écoute, Sachant que nous, notre bah, épisode, il va sortir dans au moins un mois. Donc tu peux dire tous les gens qu'il y aura eu en mars du coup là. ok, bah magnifique. Écoute, bah là je vais avoir j'ai tourné aussi Clémentine Piazza de In Memory qui fait les pompes funèbres, un épisode incroyable sur le rapport à la mort du coup, Forcément. d'une profondeur folle. Cette fille est fascinante je trouve. Donc je vais la tourner elle. Qu'est-ce que j'ai comme tournage? Après j'ai des super bootstrappers comme Emeric Ernoux qui a fondé Agora Pulse, qui est un taulier de la tech, pas assez connu mais du coup j'ai envie de mettre en valeur. Et je lui ai écrit un mail ce matin parce qu'en fait là, Ah ouais? là, il revient. Bon attends, je vais peut-être pas raconter ça live, mais j'allais dire il revient du kite. Mais ouais non, Ouais, ouais, ouais. il m'a fait une très forte impression. On s'est parlé que pendant une demi-heure pour l'instant pour Il se est dire trop qu'est-ce qu'on fort. peut faire ensemble, etc. Et là du coup on doit se rappeler cette semaine. Et ouais putain, Agora Pulse, belle boîte. Hein. Bah moi du coup Trop j'utilise pour stylé. mes réseaux. C'est trop stylé quoi. Non, non, mais il est incroyable, il est incroyable. J'ai tourné Jean-François Bandé aussi, qui est derrière Venom et Bohémie. Tu vois, le mec Ah qui a ouais, gagné lourd. les meilleurs rappeurs. Ouais, il est incroyable ce gars, tu vois, il est pas du tout connu. C'est un mec de fou, donc là, je vais le publier dans quelques temps. J'ai Enzo Colucci, là, notre ami des sales, qui est stylé. Après, je fais quand même plutôt des entrepreneurs. Donc après, j'ai Thibaut Renouf aussi, que je vais tourner demain d'ailleurs, tu vois. Ah bah Voilà. moi aussi Mais voilà, demain. après, je Sérieux? vais essayer de choper, comment? Bah, Je Thibaut vais le tourner Renouf. vendredi. Ah Vendredi. bah, c'est ouf, et moi je le tourne demain, donc en fait en 2 jours de suite il va nous voir tous les deux quoi. Bah ouais, parce qu'il va être papa, je crois, donc du coup, il est en train d'enchaîner les Ah c'est peut-être podcasts avant ça de ouais. partir. Voilà. Et après, écoute, j'aimerais bien faire Anthony Bourbon, parce que le personnage j'ai envie d'aller casser la carapace, tu vois, du gars. Ça m'exciterait. Je suis un fan de tennis, donc j'aimerais bien. Je suis sur le coup, je sais pas si j'y arriverai, mais j'aimerais bien avoir Gaël, mon fils. Ça me ferait vraiment kiffer. Ah Gaël Monfils. Euh, Autant après Gaël Monfils, je sais pas à quel point il est atteignable. Après tu sais tous les autres un peu de la même génération, les Gasquet etc. Ça c'est plus facile. Bah Tsonga lui pareil, je pense que c'est plus dur. Mais ça pourrait être ultra stylé. J'avais adoré l'épisode de Tsonga avec Matt justement. C'était intéressant je trouve d'avoir aussi un peu le côté du sport. Ils avaient parlé en plus tu vois. Enfin bref, allez écouter cet épisode Joe Wilfried de Tsonga sur Génération Do It Yourself. C'était un super. Enfin c'est des choses qu'en fait en fait ces gens-là ils ont jamais le temps de faire des interviews qui durent 2 heures. Donc ils ont jamais le temps de rentrer dans le détail en fait. Exactement, exactement. Donc voilà, écoute, c'est un peu ça qui va se passer, c'est un peu ces gens-là, et donc ça, je continue parce que ça commence à bien marcher, tu vois. Hmm. Je sais pas, je dois être déjà à 1000 ou 1500 écoutes par épisode, donc c'est chouette, tu vois, ça part vraiment bien. 1000 écoutes Ouais. par épisode juste en audio. Non, 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 total, YouTube plus audio. Eh, mais c'est énorme pour le début de comment. Alors vas-y, ça m'intéresse de savoir comment t'as fait. Est-ce que c'est juste comme ça, naturellement, organiquement, ou il y a 2, 3 petits hacks derrière? Non, 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 écoute, franchement, sans me vanter, je pense que c'était la communauté, le positionnement qui a bien plu. Mathieu Stéphanie, là, tu vois, je dois être à peu près à 2000 écoutes, 2000 et quelques. Au chat, je suis à 800 à peu près. Et sur YouTube, bah, tire à voir, mais je suis à 1200 ou 1300 écoutes, Ouais, sans c'est faire de bien. pub, Hein. tu vois, donc ça a bien marché. Après, sur des plus petits, j'ai fait de la pub sur un épisode. Alexandre Bonetti, qui doit être à 5200. Mais que je compte même pas là-dedans, parce que du coup, c'était un test. Et d'ailleurs, mais c'est pas du quali, en fait, ça t'apporte pas beaucoup de vrais Et alors auditeurs, je c'est quoi? trouve. T'as mis du boost quoi sur un Sur short cet que t'avais épisode-là, relié à l'épisode? ouais, non, sur cet épisode-là, j'avais fait carrément sur l'épisode qui devait être à 7 ou 800 écoutes au total. Et après, j'avais boosté, du coup, il est parti en live sur YouTube Et t'as mis combien de grâce à ça. budget là-dessus? Et pas grand-chose, hein, c'est parti en live avec genre 60 balles, quoi. Ah ouais, ok, ouais, ça va vite quand même. Ah, ça va hyper vite. Les trucs que je booste, par contre, c'est les shorts.
Donc ça, les shorts, Ok. je peux les booster un peu et du coup, tu vas Tu mets vite quoi, atteindre des 20, 30, 40 balles? ouais, c'est ça, des petits budgets comme ça et ça les fait péter. Et après les épisodes, non, je les booste pas à part celui-là. Et je te dis, ça fait ouais 1000. Bon, pour les plutôt 700-800 au total et pour les plus gros, 2000, tu vois, 2000 et quelques quoi. Ok. 2500, je pense que Mathieu Stéphanie, on va peut-être atteindre les 3000. Eric Larchevêque, j'espère que ça ira en naturel Bah, c'est plus haut trop que ça cool. quoi. Mais par contre, Mathieu, qu'on se mette d'accord, podcaster, c'est pas un métier, c'est un hobby. Donc du coup, tu vas faire quoi d'autre? Tu trouves que c'est un hobby toi, Non, mais en Hugo? fait, je taquine parce que bah en fait, c'est vrai que c'est dur à monétiser quand même. Et puis, en fait, si on veut faire les choses quali, ça coûte cher. Mais toi, tu fais comment alors, on pourra peut-être en parler après. Je sais pas si tu peux en parler, mais tu fais comment toi? Oh, Tu monétises ton podcast? je monétise, mais mec, moi, au bout de, du coup, ça fait 1 an et demi que je l'ai lancé. Je suis break-even, j'ai pas gagné d'argent. Et si du coup, tu mets quand même tout le temps et l'énergie que j'ai Ouais. passé, euh, en fait, après, si j'ai, en fait, j'ai gagné de l'argent, mais en fait, indirectement, grâce au réseau, à la visibilité, tout que ça a apporté, etc. Mais par contre, si on fait juste la balance entrée trésor, sortie de trésor, je suis à peine break-even. Ouais, mais je comprends. Ben moi, c'est ce que je vise aussi. Un break-even, je le fais pour le kiff. Et je me suis Et dit qu'il ça fallait coûte pas qu'il quasiment prenne. 1 000 € par épisode maintenant. Alors, sauf un épisode comme là, on fait parce Non. qu'on l'a fait en distanciel, mais dès que t'es en studio, parce qu'en fait, après, le truc, c'est que moi, bah, du coup, j'ai pas le luxe de pouvoir encore tout, enfin, de tout faire moi-même. Donc, en fait, après, tu sais, tu payes le media maker, le mec qui fait le teaser, le mec qui fait les shorts, le chef de projet qui met sur YouTube, Ocha, qui fait la description, qui prépare. Il y a tellement d'étapes, en fait, que mis bout à bout, ça fait quand même un petit budget quand même, hein. Plus bah Mais du coup autant qu'un payer le temps, ouais. studio. Tu vois, moi je fais chez Podspace et tout. Tu payes le studio, le montage, le truc. Enfin, ça coûte Ah cher, non, hein. mais je suis complètement d'accord avec toi. Non, non, mais je suis complètement d'accord. Donc, bah, c'est mon objectif aussi, c'est d'être break-even. Et disons que comme je vais partir du club, il y a un peu ce truc aussi où j'ai envie de continuer d'avoir des discussions inspirantes dans Mais un il faut le cadre faire, hein. safe. De Hein? ouf. Voilà. Voilà, Bah donc oui. rien que ça me fait kiffer, tu vois, et je sens que ça marche. Donc écoute, tant mieux. Sinon, j'aurais arrêté aussi, je pense. Donc non, je pense pas que je devienne podcasteur à plein temps. Inch'Allah, tu vois, peut-être que dans 3 4 ans, je ferai une Mathieu Stéphanie et je me dirais, Mec, le bah, let's go, rêve. on y va. Tu vois, Ouais. le rêve en effet. Entre deux, écoute, pour être très honnête avec toi, je ne sais pas. Ça fait 10 ans que je bosse dans l'écosystème, j'ai pas pris de pause. Là, on va avoir un deuxième enfant avec ma conjointe, tu vois, donc Mec, le spot il est parfait là. ouais, c'est ça. Et donc du coup, franchement, je me dis, je vais me prendre au moins un break de quelques mois en gardant ce podcast en ligne de fond, tu Hmm. vois, qui prend un jour et demi par semaine. Et voilà. Et après, là, tu vois, là, j'ai plein de déj prévus. Donc je déj, je rencontre des gens. Tu vois, là aujourd'hui, j'en Mais je veux dire échangerai avec financièrement toi. tu peux. Savoir que t'as le luxe de Oui, pouvoir oui, oui. t'arrêter du coup. Oui, 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 j'ai un peu d'argent de côté, pas de problème. Ma sortie, voilà, on a trouvé un deal qui me permet aussi d'être confortable. Donc j'ai pas Cool. de, non, j'ai pas de stress financier. Et de toute façon, après, je pense que je ferai un peu de freelance aussi, tu vois. Mais je veux pas être freelance. Tu vois, je veux pas. Je pense que à 90% ce que j'ai dans les tripes, je relancerai une boîte. Je sais, mais vraiment à ce stade, je sais pas te dire. Je veux me laisser là vraiment la possibilité de d'explorer et voilà. Je Bah, trouve que tous les carrément, 10 ans, mais c'est tu sais que ça, c'est intéressant un d'avoir. luxe de ouf, hein. Toi, c'est comme, par exemple, tu vois, et franchement, je pense qu'on va bientôt, de toute façon, être à la fin du podcast parce que moi, dans Ouais. 5 minutes, j'enchaîne. Ouais. En fait, c'est de se dire, tu vois, c'est comme tous les gens, moi le premier, tu sais, qui rêvent de faire un tour du monde ou un truc comme ça. Tu vois, moi, avec ma femme, alors, en sortie d'études, on n'avait même pas terminé. On a fait 6 mois, sac à dos, tu sais, à l'époque, du coup, pas de MacBook, pas d'iPhone, rien et tout. Donc, vraiment une autre époque, c'était en 2012. On a fait le tour d'Amérique latine, tu sais, genre avec 10 000 balles, hein. 10 000 balles, 6 mois à deux. Donc, tu vois, c'est vraiment le vrai truc roots, Ouais. quoi. Et, Ouais. euh, et toi, en fait, avec du recul, on se rendait pas compte à l'époque, et je suis trop content qu'on l'ait fait. Parce qu'en fait, sinon, tu te rends compte que dans la vie, t'as jamais 6 mois de libre, en fait. Et tu vois, même maintenant, on a un enfant. Et tu sais, des fois, on a eu la discussion récemment de se dire, mais franchement, est-ce qu'on se barrait pas juste 3 mois, quelque part, genre, tu sais, je me demandais, genre, c'est légal de faire ça, on a le droit de faire l'école à distance ou un truc, enfin, tu vois. Et je me dis que c'est vrai que sinon, c'est dommage, en fait. Donc, je voulais juste rebondir sur le fait que quand la chance d'être entrepreneur, quand tu as des transitions qui arrivent pas souvent, parce qu'il faut avoir une transition heureuse. Donc, quand je dis une transition heureuse, c'est une transition non subie. Donc, c'est en fait, en gros, t'as pas foiré ta boîte. Et du coup, t'as quand même la sécurité financière de pouvoir pas prendre une pause, mais au moins d'avoir une transition tranquille. C'est un vrai luxe et il faut en profiter, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc c'est pour ça, je me dis, ça va être le moment de kiffer, de relâcher un peu la pression. C'est intense, tu vois, c'est toujours des aventures très intenses. Là, les 4 ans, ils étaient, waouh, ils sont passés en un clin d'œil. Donc voilà, voilà. J'ai rien à Bah écoute, rajouter. non mais trop bien en tout cas, moi je vais continuer à suivre tout ça de près. Du coup le podcast c'est à poil et sans filet sur Ouais, toutes vos meilleures plateformes. Allez lâcher un petit 5 étoiles à Mathieu et à poil et sans filet. C'est très important pour le début du référencement des podcasts. Évidemment vous le faites uniquement si vous avez été le faire sur la Chapelle Radio en premier lieu. Si vous êtes sur évidemment. YouTube, vous vous abonnez, vous mettez un petit like, vous mettez un petit merci Mathieu avec un petit cœur en commentaire. C'est bien pareil pour le référencement. Pour vous, c'est gratos, ça prend 2 secondes, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Mathieu, où est-ce qu'on Si quand on même... atteint les 100 5 étoiles sur Spotify, je tournerai un épisode à poil. Ah, ça, c'est ça que je t'avais entendu dire ça. Donc ça, pareil, ça donne un bon challenge. Mais moi, je crois que j'ai déjà passé les 100, donc à la rigueur, moi, Ouais, aller tu les à as 100, déjà, tu les as déjà. à 150, pareil, c'est top à l'air. Allez, bim, hop, ça c'est fait pour le dernier. Et Ah, Mathieu Leland avec Mathieu avec 2T, bien sûr, allez le suivre ouais. sur LinkedIn. Moi, il me reste juste à vous embrasser. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai passé un Bah, super merci moment. beaucoup Hugo et bravo pour ce que tu fais. C'est inspirant. J'adore tes contenus. Écoutez aussi la Chapelle Radio parce que si vous voulez prendre une dose d'expertise et de how-to en entrepreneuriat, je trouve que t'es vraiment bon. Donc merci pour l'opportunité et puis pour cet échange. Trop trop cool. Merci Mathieu, merci à toutes et tous. À bientôt dans la Chapelle Radio. Je vous embrasse et on appuie sur le petit stop.